Qui aurait pu imaginer un tel match? Là, on a assisté à une rencontre historique entre l'Espagne et la France. Ça s'est terminé sous le score de 5 buts à 4. Qui aurait imaginé qu'il y aurait eu 9 buts dans un match entre l'Espagne et l'équipe de France? L'Espagne de Luis de la Fuente, qui est assez calculateur, et l'équipe de France de Didier Deschamps, dont je n'ai pas besoin d'en parler, qui aurait cru justement aussi que Deschamps aurait aligné 4 attaquants avec un football ultra offensif et en voulant marquer le plus de buts possible dans ce match. Non, vraiment, cette saison, il se passe trop de folie et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les coachs veulent mettre en place un football offensif, veulent attaquer et ne veulent plus défendre. Ce n'est plus à la mode de défendre. C'est fini. Ça sert à quoi de défendre aujourd'hui quand tu peux marquer des buts? Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que les coachs pensent vraiment comme ça. Hansi Flick a peut-être déréglé le monde du football avec son arrivée au Barça. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a vécu un match complètement dingue. C'est difficile à analyser. Je pense que si un coach regarde ce match, un coach qui est basé sur la tactique, sur le détail dans son système de jeu, il fait une crise. Parce que là, il n'y a rien qui a été respecté. On a vu vraiment des folies et des trous d'air complètement dingues des deux côtés. Je vais être clair avec vous, selon moi, il n'y a aucune de ces deux équipes-là qui en ressort grandie ou gagnante. L'Espagne s'est qualifiée en finale, ok, mais on a vu tellement de failles, tellement de mauvais côtés. Et puis du côté de la France aussi, ils ont fini par recoller et au final, c'est pas une humiliation en termes de score, ok. Mais on a vu aussi tellement de mauvaises choses. Ils ont été menés par 4 buts au bout d'un moment. C'était 4-0 pour l'Espagne. Ça a été même 5-1 à un moment donné. Et si tu en arrives là, c'est que forcément il y a des problèmes. Après, si tu reviens au score pratiquement, c'est que ça va beaucoup mieux aussi. Mais vous comprenez que voilà, il y a eu du bon et du moins bon des deux côtés. Donc j'aimerais me concentrer sur les individualités parce qu'au final, c'est eux qui ont fini par briller, c'est certains joueurs. Et encore, pas du début jusqu'à la fin du match, mais par certaines séquences, ils ont su vraiment sortir du lot. Déjà, pour commencer, il y a un joueur qui a été au-dessus de la mêlée. Il y a un joueur, encore une fois, qui a su élever son niveau de jeu lorsqu'on l'attendait le plus. Il y a un joueur qui, encore une fois, a su se rajouter de la pression sur les réseaux sociaux pour arriver le jour du match et pour être décisif et pour faire gagner son équipe. Et c'est bel et bien Lamine Yamal. Il faut en parler évidemment. Alors, Lamine Yamal n'a pas été brillant du début jusqu'à la fin du match. Dans le contenu notamment, quelquefois, il a été beaucoup moins présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vraiment en dire de ça? Parce que ça a été un match où ça a été dans les deux sens. Et des deux côtés, il n'y a pas un joueur sur le terrain qui a été régulier du début jusqu'à la fin. Pas un seul. C'est aussi simple que ça. Donc je ne pense pas qu'on peut lui en tirer rigueur par rapport à ça. Je pense surtout qu'il faut retenir qu'il a été plus que jamais décisif parce qu'il inscrit 2 buts. Il met un doublé face à l'équipe de France. Dans un premier temps, il va obtenir un penalty face à Adrien Rabiot encore une fois. Ces deux-là, ils s'aiment bien, ou plutôt Lamine Yamal aime bien Rabiot, parce que dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas trop. Mais en tout cas, il obtient son penalty et il le tire. Et là, je me dis quand même, Lamine Yamal qui tire un penalty, ça n'arrive pas tous les jours, hein, vraiment pas tous les jours. La seule fois où je l'avais vu tirer un penalty, bah, c'était un tir au but face aux Pays-Bas, avec l'Espagne aussi, et il avait très mal tiré. Cette fois-ci, il le tire face à la France, un penalty, pas un tir au but, et il le met à contre-pied face à Mike Maignan, qui est un des meilleurs gardiens au monde en termes de penalty. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Il arrive à marquer, ok, à ce moment-là, il met son but, c'est bien, mais après, il met son doublé. Et sur son second but, c'est surprenant. Au final, il met un penalty, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et son second but, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'il tire un petit peu en tombant, en mettant un extérieur du pied. Enfin, c'est très surprenant, Mike Maignan n'a pas vu la chose venir, mais encore heureux parce que là, qui aurait pu penser qu'il allait tenter ça? Alors, en tout cas, il l'a fait parce que c'est la Yamal et il l'a marqué et il met son doublé face à la France. Maintenant, il ne faut pas non plus retenir que son doublé parce que ces 2 buts ne sont pas non plus extraordinaires. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, par exemple, lors du premier but, c'est lui qui est à l'avant-dernière passe. C'est lui qui va donner un ballon magnifique à Mikel Oyarzabal. Il y a 2 joueurs qui sont au marquage sur lui et il n'a aucune, on va dire, difficulté à s'en sortir. Il va donner un ballon entre ces 2 joueurs-là à Oyarzabal. À longue distance, il va le toucher et Mikel Oyarzabal va faire une remise pour Nico Williams qui va cette fois-ci marquer. Et puis, en dehors de ces 2 buts, on a vu aussi des passes hyper impressionnantes de Lamine Yamal qui aurait pu donner des ballons de but, mais ses coéquipiers ont vendangé devant les cages. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, on a vu aussi des séquences de jeu où techniquement, il a su faire la différence. On l'a vu aussi beaucoup impliqué défensivement.
Oui, c'est l'homme du match. Oui, c'est lui qui est sorti du lot. Encore une fois, oui, c'est lui qui a brillé plus que tous les autres sur le terrain. Et c'est pas quelque chose de nouveau. On le voyait au début de saison quand Lamine Yamal au Barça était confronté à Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. On ne pensait pas que c'était lui qui allait briller tout de suite. Pourtant, ça a été le cas. Et là, cette fois-ci, face à la France, quand on voit que Mbappé, Michael Olise, Dembélé, même Désiré Doué, ensuite Ryan Cherki, tout ce que vous voulez, même Barcola sont entrés, bah, au final, ça reste tout de même Lamine Yamal qui a brillé. Il a l'habitude de jouer face à des équipes avec beaucoup de grands joueurs et ça ne lui dérange pas du tout. Au contraire, ça le motive encore plus. Donc, grand match de sa part. Il n'y a rien à dire. Maintenant, il y avait le match dans le match avec Ousmane Dembélé. Et lui, de son côté, bah, beaucoup diront que ça a été mauvais ce qu'il a proposé, qu'il est passé à côté du match, mais je ne suis pas d'accord. Ok, je suis un supporter du Barça, je suis belge, donc je n'ai aucune attache envers l'équipe de France, mais je ne suis pas pour autant malhonnête. Dans le jeu, Dembélé a été très bon et a souvent été, on va dire, dans le dribble impactant parce qu'il a su faire la différence à certains moments et a su être dangereux. Unai Simon fait de très bons arrêts. Et d'ailleurs, Unai Simon, il encaisse 4 buts et pourtant il fait un bon match. Ça montre un peu la folie de ce match qui n'a aucun sens au final, mais Dembélé n'a pas été mauvais. Il a fini par sortir sur blessure, mais j'ai trouvé vraiment qu'il a été bon. Quelquefois, il a su dribbler Pedri et a su faire la différence. Il a fait de bonnes choses. Franchement, bon match de sa part, malgré tout dans le contenu. On aurait pu en attendre plus, mais après, il touche le poteau. Il est très proche de marquer à un moment donné. Encore une fois, Unai Simon fait des arrêts, donc il n'est pas mauvais du tout. Après, ouais, Yamal a été meilleur dans ce match-là, ça c'est indéniable parce qu'il a mis un doublé et parce que dans le jeu, il a été encore plus impactant. Mais voilà, honnêtement, c'est pas non plus mauvais ce qu'il a proposé Dembélé. En dehors de ça, Kylian Mbappé, dans le jeu, ça a été le néant absolu. Il n'a absolument rien proposé comme la plupart du temps lors de cette saison, mais il a su marquer un but sur penalty, il fallait le transformer et il l'a fait. Au final, ce but-là sur penalty a compté parce que l'équipe de France était tout proche de revenir dans le match. Donc, ok, Mbappé, ouais, Dembélé, ouais, bon, Dembélé, plutôt correct, on va dire. Mbappé, transparent, mais il met son but. Donc, personnellement, même si Dembélé ne marque pas, je préfère sa prestation. Quand on regarde à côté de ça, Désiré Doué, ben, on l'a très peu vu et n'a pas été bon, on va pas se mentir. Barcola aussi est entré. Il a peut-être apporté un peu plus de punch, mais les deux, que ce soit Barcola ou Désiré Doué, ça n'a pas été ouf. Par contre, un joueur qui est entré, et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon tout de suite, c'est Ryan Cherki. Quelle entrée de Ryan Cherki, pardon, je l'ai mal prononcé. Et je sais qu'il y a déjà des gens qui vont me dire qu'il a été meilleur que Lamine Yamal. Ouais, non, non, quand même pas. Parce qu'il met un but et délivre une passe D. Ok, d'ailleurs, il met un but phénoménal. Sa reprise de volée, elle est dingue. Et c'est le plus beau but du match. C'est monstrueux ce qu'il fait. Et même son assist aussi. Hein, pour Randall Colomwani, il est magnifique. Vraiment, il fait un super assist et il met un super but. Donc, ouais, il n'y a rien à dire. Maintenant, dans le contenu, on ne l'a pas vraiment vu. Surtout qu'il a été décisif quand il le fallait. Dans la différence individuelle, il n'a pas trop été présent. Donc, au final, pour moi, ça ne fait pas non plus qu'il est au-dessus de Yamal dans le match, mais il n'est pas loin. Il y a Lamine Yamal et il y a Ryan Cherki. Mais n'oubliez pas aussi Nico Williams, qui est sorti assez tôt. Erreur de Luis de la Fuente parce qu'il était important et il a fait beaucoup de différence sur son côté. Pierre Kaloulou a été en grande difficulté. Au final, il a été buteur aussi. Il a fait un bon match. Franchement, il n'y a rien à dire. Pedri aussi, il met son but. Maintenant, par rapport à Pedri, en première période, j'ai pas du tout aimé. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvaises décisions. Et on sent qu'avec l'Espagne, c'est pas le même Pedri qu'avec le Barça. Il a un peu moins confiance en lui, il prend moins de risques balle au pied. Mais après, il a su se rattraper avec le temps. Donc, ok. Maintenant, par rapport à tout ça, déjà du côté de l'équipe de France, Didier Deschamps a mis en place une compo avec 4 attaquants, comme je vous l'ai dit. Il a mis aussi un double pivot avec 2 milieux de terrain qui aiment se projeter et qui excellent là-dedans. C'est-à-dire qu'au final, il n'a rien respecté. Parce que là, il voulait uniquement attaquer. Et pire que ça, on a vu que le positionnement des attaquants était constamment haut sur le terrain. C'est-à-dire qu'on avait une équipe de France coupée en deux. Et ça a été un drame. Défensivement, ils ont subi énormément d'occasions où ils étaient en sous-nombre face à l'Espagne. Je n'ai jamais vu l'équipe de France de Didier Deschamps souffrir autant défensivement et parce qu'ils n'ont pas du tout été compacts. Et on peut retenir que le potentiel offensif est impressionnant et c'est une réalité parce que Unai Simon fait un grand match et je pense qu'ils auraient pu marquer encore plusieurs buts de plus. En soi, ils ont peut-être même été plus dangereux que l'Espagne offensivement, mais moins cliniques, ça on peut le dire, ok, mais ce système-là est à retravailler. Ou en tout cas, l'animation est à retravailler parce que ce n'est pas normal d'avoir encore une fois une équipe coupée en deux avec autant d'espace. Regardez, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième but de l'Espagne, oui, le but de Mikel Merino, il y a eu tellement de buts, désolé que c'est un peu compliqué. On voit que Zubimendi
donne un ballon qui va casser deux ou trois lignes à plus de 40 mètres, si je ne me trompe pas. Il faut regarder le but, vous allez voir. Mais c'est pas normal qu'un ballon comme ça rate terre passe aussi facilement et que personne n'arrive à intercepter ce ballon-là et cette passe. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Et puis, ça fait un 1-2 comme si de rien n'était et ça a marqué le but. Enfin, défensivement, c'était catastrophique. Après, l'Espagne aussi, je trouve que défensivement, globalement, ça n'a pas été non plus de très très haut niveau. C'est Unai Simon qui a sauvé la baraque, mais eux aussi, ça n'a pas été top. Maintenant, moi, ce que je reproche à l'Espagne, c'est pas surtout le côté défensif, c'est plutôt du côté de Luis Lafuente. Je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion de match. À partir du moment où tu mènes au score de 4 buts, quand c'est 4-0 ou même quand c'est 5-1, les deux vont dans le même sens. Je pense qu'il faut conserver le ballon. Il faut avoir la possession de balle et il faut arrêter de vouloir se contenter de jouer en contre-attaque. Parce qu'au final, tu laisses la France jouer, tu laisses la France monter haut sur le terrain. Ils ont beaucoup d'attaquants, c'est là leur force. On a vu que défensivement, ils sont en difficulté. On a vu que leur milieu de terrain est en difficulté. Et donc, tu leur permets de jouer uniquement sur leurs forces et de masquer leurs défauts. Donc, la lecture de match de Luis Fuente a été mauvaise et il aurait pu s'en vouloir. Parce que s'ils font une remontada, c'est une catastrophe et ça va laisser des séquelles à son équipe jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, là, il faut bien se dire quand même que la lecture n'a pas été bonne et qu'il a manqué quand même beaucoup plus de contrôle technique au sein de l'équipe. Ça, pour moi, c'est évident qu'il faut retravailler là-dessus et que, ok, c'est bien que l'Espagne désormais peut jouer en transition rapide, peut jouer en contre-attaque, peut, on va dire, bien utiliser les grands espaces. Ok, tout ça, c'est top, mais il faut savoir mixer ça encore une fois avec un jeu, quelquefois où tu mets plus de contrôle et tu arrives à dicter plus le tempo du match. Un joueur comme Pedri peut vraiment initier cela, peut faire beaucoup de bien. Certes, Rodri n'est pas là, et c'est vrai que dans ce genre de match-là, il aurait fait beaucoup, beaucoup de bien, ok, mais tout de même, tu as des joueurs très forts techniquement qui auraient pu réussir à faire bien mieux que ce qu'ils ont fait en termes de conservation de balle. Donc ça, c'est un point vraiment primordial. Maintenant, honnêtement, on a kiffé. Qu'est-ce qu'on a kiffé. Je ne sais pas si on va revoir d'autres matchs comme ça en football de sélection, parce que là, 5-4 comme ça, des buts dans tous les sens, autant de joueurs de très haut niveau sur le terrain, avec Bappé, avec Olysée, avec Cherki, Dembélé, Yamal, Nico Williams, Pedri. Ouf, ça a été une folie monumentale. Maintenant, par rapport à ça, moi, je pense que ici, encore une fois, comme je l'ai dit, les conclusions ne sont pas bonnes pour les deux équipes. Je pense qu'il y a des choses à retravailler. Et par contre, du côté d'idées d'échange, je pense qu'offensivement, ouais, il y a quand même un gros, gros potentiel et il faut jouer là-dessus. Je pense que maintenant, il y a une nouvelle ère en équipe de France qui peut s'instaurer avec un football plus offensif. Mais il faut quand même équilibrer ça. Il ne faut pas exagérer non plus. Peut-être qu'il faudra un milieu défensif. Peut-être que aussi le retour de Jules Koundé et de Saliba fera beaucoup de bien, j'en suis persuadé. Mais là, en tout cas, c'est sûr que ça a été beaucoup trop ouvert. Et honnêtement, l'Espagne a arrêté de jouer à 5-1. On a vu qu'à partir du cinquième but, ils ont arrêté d'attaquer et ont été beaucoup plus dans la gestion, mais une mauvaise gestion encore une fois. Et par rapport à ça, s'ils continuent à attaquer au même rythme, je pense qu'ils auraient pu mettre le sixième, le septième, le huitième but. Et ça aurait pu être une humiliation historique, peut-être la plus grande de l'histoire du football des sélections. Ouais, donc tout ça, il faut le prendre en compte. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir devant ce match qui a été complètement dingue. Si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo analyse du match aussi. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a eu tellement de buts, tellement de folie que à chaud comme ça, c'est difficile de dire vraiment ce qui s'est passé. J'ai donné ma lecture de manière globale, mais je peux rentrer plus en détail si vous le souhaitez. Et ça m'intéresserait de le faire. Donc, si vous le voulez, je le ferai. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez un maximum la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, sinon, moi, je vous dis peace.